Bienvenue dans notre exploration du jour. On part d'un constat qui a de quoi rendre un peu fou. Ça fait des décennies qu'on parle du climat. On enchaîne les sommets, les accords, et pourtant, les émissions mondiales, elles, continuent de battre des records. La question, ce n'est plus juste comment on fait, c'est plutôt pourquoi est-ce que, au fond, rien ne marche vraiment. Pour essayer d'y voir plus clair, on se plonge aujourd'hui dans une source unique, un texte de Thierry Curti qui s'intitule Transition systémique, prospérité écologique et sortie du XXe siècle. Et je préviens, l'analyse qu'il propose est radicalement différente de ce qu'on entend d'habitude. Notre mission, ça va être de décortiquer sa thèse fonctionnelle. Pour lui, le problème n'est pas d'abord écologique ou technique, il est social. On va essayer de comprendre cette idée qui est un peu contre-intuitive. Pour sauver le climat, il faudrait d'abord changer la société, pas l'inverse. Oui, c'est une excellente porte d'entrée. Et il faut préciser une chose tout de suite. Le texte, il ne fait pas le procès du passé, hein. Au contraire, il présente le modèle du XXe siècle comme un succès historique. C'est incroyable ce qu'on a réussi. On a eu un accès sans précédent à la santé, à l'éducation, à la culture. Le vrai problème, c'est que ce modèle est devenu victime de son propre succès. Il est inadapté. Et la crise écologique, comme le dit l'auteur, c'est juste la facture physique de cette réussite. D'accord, donc on ne jette pas tout. Mais alors, entrons dans le diagnostic. Si ce n'est pas un manque de volonté, pourquoi est-ce que les grands accords, comme celui de Paris, étaient voués à l'échec? L'analyse est assez brutale en fait. Le texte qualifie l'accord de Paris de pernicieux. Pernicieux, c'est fort comme mot. Oui, pas parce qu'il était mal intentionné, mais parce qu'il ne visait pas à transformer le système productif. Pas du tout. Il visait seulement à comment dire, atténuer les effets. Et ce, pour une raison très simple, préserver la stabilité et surtout les emplois qu'on a hérités du XXe siècle. En fait, son but caché, c'était de gagner du temps, C'est-à-dire qu'on a préféré demander aux gens de changer leurs habitudes? plutôt que de toucher à la machine économique elle-même. C'est exactement ça. Et ça explique tout. Ça explique pourquoi on a transféré toute la responsabilité sur l'individu. On nous parle de sobriété, de baisser le chauffage, des fameux petits gestes. Une forme de diversion, en somme? Oui, c'est ce que dit le texte. Pendant ce temps, l'appareil de production, lui, on n'y touche qu'à la marge. Parce que la moindre transformation rapide est vue comme une menace directe pour l'emploi. L'auteur cite la résistance des constructeurs automobiles face à la voiture électrique ou celle du textile sur les polluants éternels. Chaque mesure est vue comme un destructeur d'emplois. Et c'est là qu'intervient ce fameux effet rebond, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est le grand paradoxe. On gagne en efficacité d'un côté, un frigo consomme moins, une voiture aussi, mais le système global utilise ce gain pour produire et vendre 10 fois plus de frigos, de voitures, d'écrans plats. Donc toute l'efficacité gagnée est immédiatement annulée, voire dépassée par l'augmentation du volume. Le système est bloqué dans une boucle sans fin. Il faut produire pour avoir des emplois, il faut des emplois pour distribuer du revenu, et il faut du revenu pour consommer ce qui est produit. On tourne en rond. D'accord. Donc la réduction, c'est une impasse. Si on ne peut pas réduire parce que ça met tout le système en danger, quelle est l'alternative que le texte propose? Et c'est là qu'on arrive au cœur du raisonnement. C'est ce que l'auteur appelle un renversement conceptuel majeur. Il propose de passer de la réduction des émissions à l'inversion du réchauffement. Attendez une seconde. Inversion du réchauffement. Ça change tout. On nous parle de réduire depuis 30 ans. C'est un langage de sacrifice, de manque. Et là, l'idée, c'est de voir ça comme un projet, un chantier de construction, quelque chose de positif. C'est un retournement psychologique complet. Exactement. On passe d'une logique de privation à une logique de création. La réduction, c'est un jeu à somme négative. Socialement, c'est explosif. Tout le monde a peur de perdre. L'inversion, c'est un projet d'ingénierie, un jeu à somme positive. Concrètement, ça veut dire des actions mesurables, développer la captation de carbone, restaurer les sols, régénérer les forêts. Ce sont de gigantesques opérations industrielles qui créent de la valeur, de l'activité et qui mobilisent des compétences. C'est une vision séduisante. Mais alors, si c'est possible techniquement, et même intéressant économiquement, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne le fait pas déjà? Parce que la ressource la plus critique pour ça, ce n'est ni l'argent ni la technologie. C'est le temps humain disponible. Le temps humain. Oui. L'écrasante majorité de notre énergie, de notre intelligence, est mobilisée dans des emplois qui ne servent qu'à faire tourner la vieille machine. Tant que l'accès aux revenus dépend de ces emplois, la transition, elle restera un projet secondaire. Et la conclusion du texte est radicale. Libérer ce temps humain, ce n'est pas une conséquence de la transition. C'est sa condition première. Cette idée que le temps humain est la vraie ressource rare,
Ça renverse pas mal de choses. D'ailleurs, le texte s'attaque à d'autres concepts de base. Il dit par exemple qu'il n'y a pas de pénurie de ressources. Comment c'est possible avec tout ce qu'on entend sur la fin du pétrole ou des métaux rares? L'idée, c'est que la notion même de ressources, elle évolue tout le temps. L'histoire humaine, c'est ça, c'est l'histoire de ce déplacement. On n'a pas arrêté l'âge de pierre par manque de pierre, hein. Non, c'est sûr. Une ressource devient obsolète quand son coût et son inefficacité la rendent absurde. Et pour l'auteur, la ressource dominante du XXIe siècle n'est plus matérielle. Elle est cognitive. C'est la connaissance, l'ingénierie. Et cette ressource-là, par nature, elle est infinie. D'accord. Donc, on change de matière première. Ce qui amène à un nouveau modèle économique. Le texte parle d'économie symbiotique en disant que c'est plus que l'économie circulaire. C'est quoi la différence? La distinction est cruciale. L'économie circulaire, c'est faire moins mal. On prend les déchets à la fin et on essaye de les réutiliser. C'est bien, mais on reste dans la gestion de problèmes. L'économie symbiotique, elle s'inspire de la nature, où le déchet, ça n'existe pas. Elle vise à faire du bien dès le départ. Un peu comme une champignonnière à côté d'une brasserie. La brasserie produit du CO2 et des résidus de céréales, et c'est exactement ce qu'il faut aux champignons. C'est l'idée parfaite. Mais à l'échelle industrielle, imaginez une cimenterie qui ne cherche plus seulement à réduire ses émissions, mais qui les capte pour les transformer en briques ou en carburant. La pollution devient une matière première. Et l'écologie devient une source de valeur, pas un coût. Voilà, elle devient centre de profit. Et ça redéfinit complètement notre idée de l'abondance. Totalement. L'abondance du XXe siècle, c'était une abondance de flux. On produisait des objets de mauvaise qualité, faits pour être vite remplacés, juste pour que les usines tournent. L'abondance du XXIe siècle, ce serait une abondance de valeur, de stock, des biens peut-être plus chers, mais durables, réparables. Posséder moins ne signifierait pas vivre dans le manque, mais être moins dépendant du besoin de tout racheter sans cesse. C'est une suffisance durable. D'accord, la vision est puissante. Libérer le temps humain pour réparer la planète. Une économie qui transforme les problèmes en solutions. Mais ça reste très théorique. Concrètement, comment on fait? Si on déconnecte le revenu de l'emploi, tout s'écroule, non? C'est la question clé. Et c'est là que le texte introduit son outil le plus radical, le revenu garanti. Mais il insiste bien, ce n'est pas une aide sociale. C'est un socle universel, inconditionnel. Il supprime la misère, mais surtout, il supprime la peur. La peur du déclassement qui paralyse tout. C'est ce qui rend la transition politiquement possible. En libérant les gens de l'angoisse de la survie, on permet l'émergence de ce qu'il appelle une économie contributive. Des millions de gens pourraient enfin se consacrer à des activités essentielles, mais pas ou peu payées aujourd'hui. Prendre soin des autres, éduquer, régénérer un écosystème. C'est ça, créer de l'art, de la culture. La question qui vient tout de suite, c'est qui paye? Comment on finance un truc pareil? La proposition, ce n'est pas d'augmenter les impôts, c'est de changer radicalement ce qu'on taxe. Une fiscalité de transition. Aujourd'hui, on taxe massivement le travail, c'est-à-dire ce qu'on veut encourager. C'est fou. C'est fou! L'idée, c'est de faire l'inverse. Alléger les taxes sur le travail et taxer très lourdement les externalités négatives. La pollution, l'extraction de ressources, la spéculation. La fiscalité devient un outil d'orientation. Elle rendrait non rentables les activités qui détruisent et très rentables celles qui réparent. Et à côté de ça, il y a un autre outil pour l'épargne, l'action mutuelle d'investissement. Oui, l'AMI. Le but est de redonner aux citoyens le contrôle sur le capital. Aujourd'hui, votre épargne, vous ne savez pas trop ce qu'elle finance. Avec les AMI, des groupes de citoyens pourraient mutualiser leur argent pour financer des projets de transition très concrets. Dans leur région, par exemple. Exactement. Une infrastructure de gestion de l'eau, une usine de captation de carbone. Et le tout avec une gouvernance démocratique. Une personne, une voix. Le capital redevient un outil au service d'un projet. Si on imagine que ça se met en place, ça doit complètement redessiner la carte du monde. Qu'est-ce qu'on fait des géants du pétrole et du gaz, par exemple? Ils disparaissent? C'est un des points les plus fascinants. Le texte propose de ne plus les voir comme des énergéticiens, mais comme des industriels du carbone. Leur vrai savoir-faire, depuis un siècle, c'est de gérer des molécules de carbone à une échelle planétaire. D'accord. La transition leur offre une reconversion stratégique incroyable. Ils pourraient passer de l'extraction de carbone du sous-sol à la captation du carbone en excès dans l'atmosphère, pour le transformer ensuite en matériaux, en carburant de synthèse. Leur cœur de métier est préservé, mais la finalité est inversée à 180 degrés. C'est ça. Une pirouette géniale, comme vous dites. Un autre point géopolitique majeur, c'est l'eau.
On dit souvent que les prochaines guerres se feront pour l'eau. Le texte affirme que l'eau va devenir la ressource stratégique centrale, plus encore que l'énergie. Le dérèglement climatique, c'est d'abord un dérèglement du cycle de l'eau. La répartition devient chaotique. Sécheresse extrême ici, inondation terrible là-bas. La solution proposée est de sortir de la compétition pour gérer l'eau comme un bien commun mondial. Ça impliquerait des infrastructures de transfert pour amener l'eau des zones d'excédent vers les zones de déficit. La coopération sur l'eau comme un levier de paix. Exactement. Le principal levier de stabilité du siècle. Et pour finir ce tour du monde, la question de la fracture nord-sud. Ce projet ne peut pas être juste un plan conçu par les pays riches et imposé aux autres. C'est un point de justice écologique central. Absolument. On ne peut pas interdire aux pays du Sud de faire ce que le Nord s'est autorisé pendant 150 ans. Le modèle proposé leur permettrait au contraire de faire un saut quantique, C'est-à-dire ? de développer directement une économie du XXIe siècle, l'économie de la connaissance, de la réparation, sans passer par les impasses polluantes du XXe siècle. Et dans ce cadre, le revenu garanti jouerait un rôle d'accélérateur de développement humain phénoménal. Il donnerait à des milliards de personnes la sécurité de base pour se former, innover et construire leur avenir. Si on devait résumer toute cette pensée, ce serait peut-être que l'histoire ne change pas par la morale, mais quand les rendements économiques changent de camp. C'est exactement la conclusion du texte. Le modèle fossile arrive en fin de course. Ses rendements sont décroissants. C'est de plus en plus cher et compliqué. À l'inverse, les rendements les plus spectaculaires aujourd'hui, ils sont dans la réparation du monde. Chaque tonne de carbone captée, chaque hectare de sol restauré. Tout ça a une valeur économique, sociale, écologique immense. La transition n'est plus seulement un devoir. Elle devient l'investissement le plus rationnel, le plus rentable. Et la transition sociétale, avec le revenu garanti comme clé de voûte, c'est le détonateur. C'est elle qui, enlevant la peur, permet d'aligner les intérêts de tout le monde sur cette nouvelle trajectoire. C'est la condition qui rend tout le reste possible. L'idée forte avec laquelle cette source nous laisse, c'est qu'on ne réparera pas la planète sans transformer en profondeur l'organisation humaine qui l'a abîmée. Et ça ouvre une dernière question, une pensée pour la route. Le texte se concentre beaucoup sur la libération du temps humain pour la réparation écologique. Mais si cette contrainte de devoir travailler pour survivre disparaissait, quelles autres facettes incroyables du potentiel humain, artistique, social, scientifique, pourraient bien s'épanouir? Et ce, à une échelle qu'on a aujourd'hui, je crois, beaucoup de mal à imaginer.